Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement à cause de la manière dont les dossiers de candidature de M. Gbagbo, de M. Thiam ont été traités. Et donc, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait de la manifestation de mécontentement. Il y a également d'autres choses qui me préoccupent énormément. C'est par exemple, à cause de la crise, notre société a connu une véritable fuite des valeurs. Et il faut travailler pour ramener ces valeurs-là. Moi, je n'ai pas apprécié l'attitude de la CEDEAO dans ce problème-là qui s'est posé avec les États de l'AES. On ne peut même pas parler de rupture avec le Burkina Faso. Vous savez combien de Burkinabés habitent en Côte d'Ivoire? C'est par millions qu'on les compte. Quelques jours de la présidentielle du 25 octobre 2025, la scène politique ivoirienne est plus que jamais en effervescence. Parmi les figures de l'opposition retenues par le Conseil constitutionnel, une candidature attire particulièrement l'attention, celle de Simone Yvette Gbagbo, ancienne première dame cofondatrice du Front populaire ivoirien. Elle s'est réinventée en présidente du mouvement des générations capables avec l'ambition de rassembler autour d'elle tous ceux qui aspire à l'alternance. Mais peut-elle réellement incarner la réconciliation nationale? Dispose-t-elle d'une force politique et d'un projet capable de rivaliser avec le RHDP et ses alliés? C'est à toutes ces questions et aux zones d'ombre que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet entretien exclusif avec Simone et Yvette Gbagbo. Madame Gbagbo, bonjour et merci d'avoir donné suite à notre invitation. Alors, vous avez été une figure majeure de l'opposition dans les années 80, cofondatrice du Front populaire ivoirien, je le disais déjà, première dame, ensuite emprisonnée après la crise de 2010. Pourquoi envisagez-vous aujourd'hui de revenir au premier plan politique en tant que candidate à la présidentielle? Vous savez, j'ai toujours eu un rêve et une vision pour ma nation. Et ce rêve et cette vision-là ne sont pas encore entièrement accomplis. Et je me sens prête encore à prendre mon cheval, le cheval de bataille pour continuer jusqu'à ce que nous arrivions à cette transformation de la nation ivoirienne. Alors vous avez toujours été perçu comme hostile à la France. Comment envisagez-vous les relations avec l'ancienne puissance coloniale si vous êtes élu, notamment dans ce contexte de tension avec les pays du Sahel? Qui est-ce qui me perçoit comme hostile à la France? Moi, je fais ma politique par rapport à ma nation, par rapport à mon peuple, par rapport à notre devenir, et non pas en opposition à un autre pays, à un autre État. Je suis prête à collaborer avec tous les États possibles et imaginables pour avancer sur ce chantier-là, y compris avec la France. Alors, vous avez demandé pardon pour les violences politiques passées, y compris celle de 2010. Comment comptez-vous promouvoir la réconciliation nationale et apaiser les divisions, autant pour moi, qui persistent en Côte d'Ivoire? Mon pays a connu une crise très grave. De 2002 jusqu'à 2011, notre pays a été en crise, il a même été en guerre civile. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup d'humiliation, beaucoup de divisions. Et c'est pour ça que je fais de la réconciliation un des piliers de ma politique. Et quand je dis réconciliation, je dis que je souhaite que dans la population ivoirienne, ceux qui se sont sentis meurtris, brimés, aient la force de pardonner, que ceux qui ont brimé, qui ont divisé, qui ont attaqué, aient le courage de demander pardon. Vous voyez, ça c'est la première étape. Mais dans cette crise-là, il y a eu beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup de pertes. Vous avez des hommes et des femmes qui ont perdu la vie. Et ils sont nombreux, ils sont des milliers qui ont perdu la vie. Il faut qu'à ce niveau-là, il y ait un dédommagement qui soit versé à leur famille. Il y a également beaucoup de biens qui ont été détruits. Et donc, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des restitutions
Il faut qu'il y ait des dommages et intérêts versés aux uns et aux autres. Vous voyez, il y a vraiment un grand travail de reconstruction, de remise en commun de tous les peuples qui constituent la Côte d'Ivoire, pour que l'on reparte sur un terrain d'unité, d'acceptation des uns et des autres dans notre nation. Alors, Madame Simone Begbo, la décision du Conseil constitutionnel d'exclure des candidats tels que Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ou encore Charles Blé Goudé a suscité de l'émoi. Pourtant, vous avez salué la décision du Conseil. Comment expliquez-vous votre position alors que votre propre parti dénonce une exclusion arbitraire des principaux opposants et que certains y voient une contradiction avec votre engagement pour la démocratie inclusive? Oh, vous savez, lorsque le Conseil constitutionnel a rendu son verdict, j'ai été très heureuse et j'ai manifesté ma joie. Parce que ça a été une épreuve, ça a été tout un itinéraire très difficile à franchir. Et donc j'ai exprimé ma joie. Évidemment, ceux qui ont été recalés, je comprends. Beaucoup ont été frustrés, c'est normal. Mais c'est un problème que nous posions depuis. Dès que je suis sorti de prison, j'ai commencé à poser ce problème-là. On ne peut pas gérer un pays si on ne traite pas dans la justice toutes les questions qui se posent. Et je l'ai dit et je le redis encore, la condamnation du président Laurent Gbagbo était injuste. La sortie de M. Thiam de la liste électorale est également injuste. La condamnation et la sortie de M. Blé Goudé, n'est-ce pas, de la liste électorale, c'est également injuste. Mais ce sont des questions pour lesquelles il faut que nous nous asseyions et que nous parlions. Opposition et pouvoir. Même les organisations de la société civile qui travaillent sur les questions de droit dans notre pays, nous les avons conviés, nous avons souhaité qu'ils soient associés à ce débat-là. Mais c'est le gouvernement qui n'a pas accepté de convoquer le dialogue politique. Donc ça, c'est un problème qui est réel. Mais bon, aujourd'hui, comme je dis chez moi, là, tel que l'éléphant est couché, c'est comme ça qu'il faut le dépecer. Ils n'ont pas été retenus pour être candidats. Ceux qui sont retenus pour être candidats doivent travailler pour que ces élections-là se déroulent bien et que nous obtenions le 25 octobre, au soir du 25 octobre, là, l'alternance politique dans notre pays. Voilà, moi, ma position. Alors, vous parlez souvent de bâtir une nouvelle nation dans une Afrique souveraine et prospère. Quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour relancer l'économie ivoirienne et réduire les inégalités aujourd'hui? Vous savez, nous allons devoir recentrer toute la philosophie et toute la politique économique de notre pays. On nous dit ici, on le dit souvent, la Côte d'Ivoire est un pays qui est fondé sur l'agriculture. L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur l'agriculture. Mais quand vous regardez l'agriculture, vous vous rendez compte que l'agriculture qui est prise en compte dans notre pays, c'est l'agriculture de rente. Tout ce qui est agriculture vivrière et dans laquelle s'illustre le plus grand nombre des Ivoiriens n'est pas pris en compte, n'est pas coté. Aujourd'hui, si vous dites que vous êtes producteur de café, de cacao, vous êtes bien vu. Mais si vous dites que vous êtes producteur de tomates, de piments, de gombo, vous êtes à peine regardé. Il faut inverser cela. La deuxième chose, c'est que nous devons faire en sorte que l'économie réelle dans le pays, qui est l'économie menée, dirigée, conduite par ceux-là qu'on appelle aujourd'hui le système informel. Or, c'est ceux-là qui sont l'économie réelle, qui mobilise la majorité des Ivoiriens. Cette économie-là, tout ce secteur-là, il faut le formaliser, il faut encadrer les producteurs, les travailleurs dans ce secteur pour élever petit à petit leur niveau au niveau d'hommes d'affaires, d'hommes compétents, d'hommes modernisés, n'est-ce pas, maîtrisant les normes, maîtrisant les systèmes économiques, etc., de manière à ce que nous ayons ce secteur-là qui croisse, qui grandisse et qui permette de créer petit à petit, progressivement dans notre pays,
une vraie classe de dirigeants économiques dans la Côte d'Ivoire et qui sont les nationaux. La troisième chose, il faut intéresser les Ivoiriens à consommer ce qu'ils produisent, qu'ils deviennent eux-mêmes d'abord des consommateurs de ce qu'ils produisent. Ça va permettre de booster. Je souhaite également que, au niveau de l'utilisation de la jeunesse, on encourage les jeunes, on favorise les jeunes pour qu'ils deviennent des vrais acteurs qui participent à l'édification, à la construction de la nation, par la réforme de l'éducation nationale, par la mise en œuvre du service civique qui va mettre les jeunes au travail pour construire leur pays, pour construire leur région, pour participer à l'édification même de tout ce qu'il y a comme infrastructure nécessaire dans le pays. Bon, je pense que si ces choses-là sont faites, les jeunes seront mis au travail, les jeunes acquerront la connaissance actuelle, ils acquerront de la compétence et ils pourront être de véritables acteurs du développement de notre nation. Alors, Madame Simone Begbo, votre divorce avec Laurent Gbagbo a été très médiatisé. Comment cette séparation influence-t-elle votre stratégie politique et votre relation avec l'électorat traditionnel du FPI? Le divorce que j'ai connu dans ma vie n'a rien à voir avec ma stratégie politique. Aujourd'hui, mon problème, c'est de faire en sorte que l'offre du MGC soit bien comprise, bien acceptée par les électeurs et par la population ivoirienne, et que les Ivoiriens y adhèrent et qu'ensemble nous marchions pour obtenir l'alternance politique. Voilà. Madame Gbagbo, est-ce que vous craignez que ces élections-ci amènent une nouvelle crise en Côte d'Ivoire? J'espère que non. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de mécontentement à cause de la manière dont les dossiers de candidature de M. Gbagbo, de M. Thiam ont été traités. Et donc, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait de la manifestation de mécontentement. Maintenant, mon souhait, c'est qu'on puisse aller quand même à ces élections-là dans une ambiance apaisée, sans toute la violence que nous connaissons dans ce pays chaque fois que nous avons des élections. Alors, on vous appelle souvent la dame de fer, symbole d'un passé de lutte dure, parfois violente. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes l'une des deux femmes autorisées, vous êtes l'une des deux femmes autorisées à vous présenter à cette élection. En quoi votre candidature peut-elle inspirer les femmes ivoiriennes et briser le plafond de verre dans un pays où elles sont souvent sous-représentées en politique? Premièrement, ma candidature n'a pas été retenue parce que j'ai un passé de violence. Ça c'est pas juste de dire cela. Maintenant, je suis une femme et je peux affirmer qu'en Côte d'Ivoire, la politique intéresse les femmes. Depuis le début, depuis la période coloniale, où les Ivoiriens se sont levés pour se battre pour obtenir leur indépendance, les femmes sont des actrices principales, importantes. Il est vrai que très souvent, pendant longtemps, elles n'ont pas pu bénéficier, n'est-ce pas, de la scolarisation, elles n'ont pas pu se libérer, et même la société elle-même n'a pas pu se libérer de toute la vision culturelle qui veut que les femmes soient juste aux côtés des hommes, etc. Et ça fait que, bon, elles n'ont pas pu obtenir les postes qu'elles auraient dû pouvoir obtenir vu leur combat. Mais aujourd'hui, la situation a un peu évolué. Nous avons beaucoup de femmes qui sont à l'école, qui sont instruites, qui occupent des postes de responsabilité dans la société moderne. Nous avons dans les milieux économiques beaucoup de femmes qui agissent, qui sont entrepreneurs ou qui sont petits artisans, etc., mais qui interviennent. Et je pense que les femmes sont heureuses d'avoir des femmes qui les représentent dans cette compétition-là. Et je crois, moi, que je peux compter sur l'électorat féminin pour remporter ces élections.
Alors les jeunes, on le sait, représentent une part importante de la population ivoirienne. Quelles opportunités comptez-vous leur offrir en termes d'éducation, d'emploi et de participation politique? Les jeunes en Côte d'Ivoire constituent la grande majorité de la population. Les jeunes entre l'école primaire et l'âge de 35 ans, elles représentent un pourcentage extrêmement élevé de la population. Et ces jeunes-là, ils représentent l'avenir du pays. Et pour que ça ne soit pas un slogan vain, il faut que ces jeunes-là soient associés, que ces jeunes-là bénéficient de formations réelles, de qualité. Parce que même notre système éducatif, là, il a besoin d'être adapté, il a besoin d'être modernisé. Ce que nous proposons aujourd'hui dans nos écoles est un petit peu à côté des besoins réels, n'est-ce pas, de notre société en termes d'emploi, en termes de spécialités, etc. Donc, il faut moderniser, il faut réformer les systèmes scolaires. Il faut accorder une place plus grande à la formation professionnelle, à la formation technique. Voilà, pour que nous ayons de plus en plus d'Ivoiriens, jeunes ou moins jeunes, mais capables d'apporter des solutions à tous les défis de transformation que nous avons dans notre pays. Il nous faut transformer tous nos produits vivriers, il nous faut transformer toute notre agriculture, il nous faut transformer toutes nos ressources minières, il nous faut vraiment faire beaucoup de transformations. Ça passe par la transformation même des mentalités, la transformation des pratiques. Et donc, les jeunes là vont être extrêmement sollicités à ce niveau-là pour devenir des personnalités compétentes, actives, créatives, etc., pour que ce pays-là puisse répondre aux besoins, aux défis qui se posent au monde d'aujourd'hui. En Afrique, là, on doit faire en sorte de pouvoir trouver nous-mêmes, inventer nous-mêmes, créer nous-mêmes les solutions aux problèmes qui se posent à nous. Voilà. Et avec les jeunes, on peut y parvenir. On va engager donc le service civique. On va faire du service militaire obligatoire. Parce qu'il faut leur apporter également une véritable âme, une véritable dimension patriotique, n'est-ce pas? Donc on va faire cela également et ça va contribuer à asseoir leur esprit et leur âme de citoyens. Voilà. Alors, Madame Begbo, vous évoquez souvent une Afrique souveraine. Comment envisagez-vous le rôle de la Côte d'Ivoire au sein de l'Union africaine et dans les initiatives d'intégration régionale, notamment l'AES? Quelle est surtout votre position vis-à-vis des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté l'année dernière la CEDEAO pour créer l'AES? Moi, je regarde de très près le combat que les peuples et les gouvernants mènent au niveau des pays de l'AES. Les pays de l'AES, ce sont nos voisins immédiats. Les questions qu'ils vivent chez eux, que ce soit des questions sociales, que ce soit d'ordre sécuritaire, que ce soit des questions d'ordre économique, ces questions-là, nous les connaissons également chez nous. Et nous considérons que aucun de nos pays-là ne peut s'en sortir s'il n'y a pas une bonne intégration régionale, une bonne intégration sous-régionale, que nous soyons capables de nous asseoir ensemble pour travailler ensemble à la sécurisation de nos populations, à la sécurisation de nos territoires, que nous soyons capables de nous asseoir ensemble pour faire face à tous les défis d'autosuffisance alimentaire, que nous soyons capables de nous asseoir ensemble pour discuter et traiter ensemble la question de l'eau dans nos pays, de l'énergie dans nos pays, de la politique sanitaire dans nos pays. Vous voyez, c'est à cela que la CEDEAO devrait servir. Et quand un pays est en difficulté, le reste, n'est-ce pas, de la région devrait se mobiliser pour les aider à sortir des difficultés qu'ils ont et non pas les combattre. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas apprécié l'attitude de la CEDEAO dans
ce problème-là qui s'est posé avec les États de l'AES. Alors, toute dernière question, Madame Simone Gbagbo, avant de sortir de cet entretien, vous évoquez déjà le combat que mènent les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. On sait que le Burkina Faso, qui est d'ailleurs le voisin le plus proche de la Côte d'Ivoire, il y a une certaine tension avec le Burkina Faso. On a assisté à des arrestations croisées des agents d'un côté comme de l'autre. Et tout récemment, la mort d'un activiste burkinabé, Alain Christophe Traoré. Alors vous, après votre élection en tant que président de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous envisagez une réconciliation avec ce pays-là ou une véritable rupture avec le Burkina Faso? On ne peut même pas parler de rupture avec le Burkina Faso. Vous savez combien de Burkinabés habitent en Côte d'Ivoire? C'est par millions qu'on les compte. Combien de Nigériens habitent en Côte d'Ivoire? C'est par millions qu'on les compte. On ne peut même pas dire qu'on va rompre avec ces pays-là. Ce sont nos voisins immédiats. Il y a une telle interconnexion déjà entre nous que la sagesse, ce serait de s'asseoir avec ces États-là, avec ces populations-là, pour traiter ensemble des questions qui nous concernent, des questions de développement, des questions de sécurité, les questions d'éducation, de formation, les questions de transformation de toutes nos mentalités, de toutes nos pratiques, les questions de libération. C'est tout ça que j'appelle le débat pour la souveraineté de la sous-région et de la souveraineté de l'Afrique. Merci infiniment.